Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de facturation. J'ai reçu plusieurs personnes qui m'ont parlé qu'ils avaient du mal à facturer ou qu'ils avaient du mal à fixer des prix. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour les plus pressés d'entre vous, il n'y a pas de règles fondamentales pour faire une facture. Je ne vais pas donner des méthodes magiques. Je vais plutôt partager mon expérience. Donc, quand on est développeur et surtout freelance et indépendant, on est souvent confronté à la problématique de comment facturer ses services. On peut avoir un client qui a besoin d'un site web, mais à quel prix on va facturer ces sites web? Et c'est un gros problème parce que moi, c'est pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, je vous la mets ici pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous avez sûrement entendu parler que j'ai dit qu'il y a des projets sur lesquels j'ai quasiment pas été payé. Parce que j'ai facturé les prix, mais j'ai jamais demandé une avance, alors j'ai travaillé. Et en fin des comptes, les clients n'ont pas payé, donc je me suis retrouvé à avoir fait un projet sans argent. Alors pour éviter cela, moi, j'ai développé plusieurs techniques. La première, c'est j'établis toujours un devis. Et avant que vous puissiez me demander comment je fais mon devis, sur quoi je me base pour mettre des prix, les premiers critères pour moi, c'est euh, mon mode de vie. Donc, le montant que je dépense par mois pour vivre. Donc, j'ai le montant que je dépense par mois pour vivre. Et à partir de ces montants, je connais combien je coûte de l'heure. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Si tu dépenses 100 dollars par mois et que tu prends les 100 dollars, tu travailles pour 5 jours la semaine, ça fait que tu as 20 jours sur lesquels tu travailles. Donc, tu vas prendre les 100 dollars, tu vas le diviser par 20 et tu vas avoir le montant que tu dois gagner chaque jour pour atteindre les 100 dollars. Donc là, je suis vraiment sûr, je n'ai pas encore ajouté des marges de bénéfices ou pas. Je suis vraiment sur ce dont j'ai besoin pour vivre. Je prends les 100 dollars, je les divise par 20, ça me fait le montant que j'ai. Ça me permet de savoir chaque jour mes coûts combien d'argent. Et donc, selon les projets que je vais avoir, je vais déjà regarder par rapport à ce montant-là, ce projet va me prendre combien de jours. Si j'ai un projet qui va me prendre un mois, c'est-à-dire que je ne peux pas facturer moins de 100 dollars. Parce que si je facture moins de 100 dollars, je suis en perte. Je ne pourrais pas vivre. Donc ça, c'est déjà la première règle des bases. Après, il y a maintenant la valeur ajoutée du projet pour ton client. Quand tu développes un site web pour une fondation euh, qui ne gagne pas de l'argent, en fait, qui font des œuvres caritatives, c'est pas la même chose que quand tu développes un site web e-commerce ou un site web pour une entreprise dont ces sites web va être l'élément principal de leur visibilité. Donc, c'est pas la même valeur que c'est pas la même valeur que tu vas délivrer. Quand tu vas délivrer les sites de la fondation, bon, il va pas leur ramener forcément beaucoup d'argent. Mais quand tu vas développer les sites de l'autre entreprise, c'est un élément majeur dans leur communication. Et donc, ces sites ont beaucoup de valeur ajoutée. C'est important de prendre cet élément en compte parce que le site qui a beaucoup de valeur ajoutée va aussi te causer beaucoup de problèmes. C'est-à-dire quand ces sites, c'est juste un élément qu'ils vont ajouter dans leur écosystème, ben ça va, il ne faut pas beaucoup t'embêter, tu vois. Un rouge que tu ne vas pas respecter, supposons qu'il y a un endroit où tu devais utiliser une police spécifique, mais que tu as jugé bon de la changer, tu ne vas pas avoir des problèmes parce que les personnes ne vont pas être à fond sur la qualité de ces sites-là. Mais quand c'est un élément fondamental dans leur, par exemple, communication, tu vas avoir beaucoup de corrections à faire, tu vas avoir beaucoup de changements à faire parce qu'ils vont utiliser cet élément. Et tout ça, ça fait en sorte que tu dois, les prix entre les deux ne sera pas le même. Tu vas majorer un peu. Je veux dire que quand je fais un site, je sais que je dois facturer 100 dollars minimum, mais quand je fais un site pour une fondation, je me dis, OK, si je dois mettre une marge pour tout ce qui est mon ordinateur, ma connexion Internet que je vais utiliser, parce que l'ordinateur, c'est un matériel, hein. Plus tu l'utilises, plus il est en train de s'user et il va s'abîmer. Donc, il faut penser à le remplacer à un moment. Donc, il faut facturer ces coûts-là. Je vais peut-être dire, OK, je vais à 150 dollars. Encore une fois, ce sont des exemples. Je vais à 150 dollars de marge. Donc, j'ajoute 50 dollars au-dessus de 100 dont j'ai besoin pour vivre, pour mon matériel et pour mon évolution. Mais quand ce site va avoir une grande valeur ajoutée chez mon client, je vais aller ajouter même le double du montant dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai besoin de 100 dollars, je vais facturer 200 dollars. Parce que ce site va me ramener beaucoup de problèmes.
Au-dessus de ça, il y a aussi les éléments que tu vas utiliser pendant la conception de ces sites. Un site web que tu vas concevoir avec des polices que tu vas prendre sur une bibliothèque gratuite, tu ne factureras pas la même chose qu'un site web où tu vas utiliser des polices sur une bibliothèque payante. Un site web où tu as des images qui t'ont été fournies, tu ne factureras pas la même chose avec un site où tu dois toi-même aller chercher des images. Parce que si tu dois aller chercher les images, peut-être tu vas en acheter d'autres. Ou il y a toute cette galère-là pour aller chercher les images. Il y a toute cette galère-là que tu dois aussi facturer. C'est-à-dire qu'un client qui va me fournir toutes les ressources, les images dont j'ai besoin pour son site, je ne mettrai pas les mêmes prix qu'un client dont je dois aller chercher toutes les ressources moi-même. Il y a même de ces clients où le texte de son site, là je prends juste l'exemple des sites web parce que là je peux donner plus d'exemples. Il y a même de ces clients où les textes de son site, il te demande à toi de le proposer. Donc si tu dois proposer aussi le texte, ce n'est plus le même travail. Donc tu vas non seulement concevoir les interfaces, chercher des ressources, mais tu vas aussi devoir penser au copywriting de ces sites web-là. Ce n'est plus le même travail. Donc au fur et à mesure que je suis en train de penser à ces éléments, je suis en train de ajouter mon prix. C'est la même chose sur une application mobile, c'est la même chose presque sur tous les services de développement. Maintenant, une fois que j'ai établi toutes ces dépenses-là, je regarde aussi les clients que j'ai en face. Parce que gagner un marché, c'est aussi un problème de tu es malin. Je donne un exemple. Quand tu travailles avec une entreprise qui fait 100 000 dollars de chiffre d'affaires par mois et que tu factures leur site web qui est censé être leur vitrine, c'est, tu factures par exemple 150 dollars, bah, tu as beaucoup de chances qu'on refuse en fait que tu travailles avec eux. Parce que tu as tellement facturé bas qu'ils vont se dire que ces sites, il ne sera pas aussi qualitatif que ça. Donc, ça va être mieux que tu ailles chercher 1000, 2000, 3000 dollars que de les facturer à 50, 100, 150 dollars. Ça ne passera pas. Parce que cette entreprise génère beaucoup d'argent. Ils sont habitués à payer des services chers parce qu'ils veulent de la qualité. Donc, tu vas adapter ton prix. À partir de là, tu n'ajoutes plus le montant parce que c'est logique. Non, tu ajoutes ces montants parce que l'entreprise en face ne peut pas accepter si tu factures moins cher. Donc, c'est vraiment, j'étais à 350, je me rends compte que mon client, ses sites web, c'est un élément majeur dans son entreprise, mais que c'est une entreprise qui génère 10 000 dollars par mois, je ne facture plus 300 dollars. J'ajoute, je vais à 1500, je vais à 2000. Et c'est la même chose pour les applications mobiles, c'est la même chose pour tous les services de développement que tu vas offrir. En même temps, si tu offres un site pour, supposons, quelqu'un qui a ouvert une alimentation et qui fait, je ne sais pas, 100 dollars de chiffre d'affaires par mois, tu ne vas pas venir lui mettre ses sites web à 1500 dollars. Ces 1500 dollars, ça représente tellement beaucoup de jours d'activité dans son commerce qu'il n'acceptera pas de te payer. Certains font le choix de travailler qu'avec ceux qui font beaucoup d'argent. D'autres font le choix de travailler qu'avec euh, ceux qui ne font pas beaucoup d'argent. Ça, je ne peux pas te dire s'il faut choisir les plus riches ou les plus. Mais ce que moi, je sais, c'est que moi, je travaille par exemple avec les deux catégories. Il arrive deux fois que les clients avec qui je travaille n'est pas dans une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Donc, mon prix, je l'adapte. Mais si je suis face à un client, si je donne un prix trop bas, il n'acceptera pas, ben, j'augmente mon prix. Ça semble pas très bien. Des fois, d'autres personnes m'ont parlé de, ouais, c'est du vol. En fait, c'est pas du vol, c'est la règle du marché. Pour quelqu'un qui délivre beaucoup de valeur, il faut donner beaucoup d'argent. Et donc, derrière, si tu demandes moins d'argent, la personne en face s'est dit, ben, il ne donnera pas un truc de qualité. Donc, ça, c'est la première partie. Comment tu arrives à ressortir les montants que tu vas demander. Donc, tu fais tous tes calculs et tu as ce montant. Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'aller vers les clients, de lui écrire un WhatsApp ou un mail et de lui dire, OK, pour ces sites web-là, tu vas payer 350 dollars. C'est bizarre parce que quand tu lui dis juste 350 dollars, la personne a du mal à se situer. Les 350 dollars, il vient d'où? Tu vois, tu peux juste dire 350 dollars, mais 350 dollars, il vient d'où? Alors moi, ce que je préfère, c'est de faire un devis. Un devis que je veux diviser le montant selon les tâches. Je vais par exemple faire un devis où j'écris conception de la maquette sur Figma et tout ça, je mets 100 dollars. Et puis j'ajoute intégration de la maquette Figma en HTML, CSS, je mets 150 dollars. Déploiement ou test et tout ça, je mets tel montant.
tu vois. Ressources images, recherche et des ressources images et tout ça, je mets les prix. Texte, copywriting et tout ça, je mets aussi les prix. Ça permet au client de regarder la facture ou les devis et de se dire, ben, donc je paye $100 pour la maquette, je paye un autre $150 pour la partie où il va développer, je paye $50 pour les textes qu'il va mettre, je paye. Ça simplifie aussi un truc par la suite, la négociation. Si jamais les clients disent, ouais, $500 c'est beaucoup, tu sais, moi je vais te donner 300, tu ne vas pas juste dire, ouais, ok, donne 300. Non. On peut regarder les devis et dire, bon, si tu veux payer 300, regardons dans le tâches qu'il y a à faire et essayons d'éliminer certaines tâches. On peut par exemple dire que tu me donneras les textes, tu me donneras les images, comme ça j'enlève $100. Ça te permet de négocier facilement parce que comme c'est split, comme le client peut voir exactement pourquoi il paye, il est capable de savoir que, bon, cette tâche-là, je peux la faire moi-même et on va diminuer les prix. C'est la même chose pour une application mobile. Je vais vraiment split. Est-ce que c'est moi qui conçois l'application mobile et l'API et j'ai fait l'intégration des deux et je vais déployer l'application sur les stores de Apple et de Google? Si c'est toujours moi, donc sur mon devis, je vais mettre non seulement la partie où je conçois les maquettes de l'application, j'ai mis la partie où je conçois l'application, j'intègre les maquettes, j'ai mis la partie où je conçois l'API, je mets les prix de l'intégration de l'API dans l'application, je mets les prix de la partie test et tout ça, je mets les prix de la partie déploiement, je mets les prix de tout ce qui est les stores et au final, j'obtiens un montant final. Je vais vous mettre un site ici qui permet de faire des factures facilement. C'est juste un SaaS en ligne. À la base, c'est gratuit. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore payé. Ça fait des années que j'utilise toujours en gratuit. Ça te permet de faire des devis et des factures. Donc, de gérer en fait ta comptabilité simplement. Donc, je crée les devis. Je l'envoie au client aussi détaillé que possible. Je crois que je vais mettre par exemple un exemple ici d'un des devis. Je l'envoie au client. Les devis les plus détaillés possibles. Les clients savent décider en fonction de comment les devis est détaillé et me faire un retour. À partir du moment où il me fait un retour, si jamais il y a quelque chose sur lequel on doit revoir les prix ou débattre, discuter, on discute. Je renvoie une deuxième facture, un deuxième devis avec tout ce que on aura remodifié. Et une fois les clients valident les devis, je peux maintenant créer une facture. Bon, à ce niveau, c'est pas galère parce que vu que j'utilise la plateforme facture.net, une fois que les devis sont acceptés, je n'ai qu'à cliquer devis validé, il va me générer lui-même une facture. J'envoie aux clients la facture par mail. Beaucoup de gens font des erreurs d'avoir des accords à la bouche, d'avoir des accords WhatsApp. C'est bien, mais il faut toujours derrière faire suivre un document officiel parce que si jamais tu n'es en milieu du travail, les clients veulent renégocier les prix, tu as quand même une base de discussion solide. WhatsApp, c'est pas une base de discussion solide. Donc, je connais des gens qui se sont aussi fait escroquer comme ça, c'est-à-dire vous avez commencé au début, vous avez fixé 3000, les travails continuent, vous arrivez en milieu, les clients te disent, ouais, en fait, mes affaires ne marchent plus bien, je voudrais te payer 2000. À la base, vous aviez fait un deal pour 3000, pas pour 2000. On ne peut pas t'imposer 2000 juste comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces devis-là, de l'envoyer minimum par mail. Ça permet d'avoir une trace officielle qui peut servir des bases pour la suite. Et même si on doit avoir des problèmes juridiques, des mails, ça passe. Des WhatsApp, ça ne passe pas. En tout cas, pas dans tous les pays. Donc, j'envoie la facture. Et à partir de ce moment, ce qui se passe, c'est que je ne commence pas les travaux tant que je n'ai pas reçu une avance sur ma facture. Encore une fois, je vais mettre un modèle de facture, mais sur ma facture, j'écris toujours comment les paiements doivent se faire. J'ai toute une stratégie qui me permet de regarder par rapport au montant de la facture, en combien de paiements je dois être payé. Supposons que j'ai facturé $500, je préfère être payé la totale en une fois. Mais si jamais je me rends compte que les clients, c'est un nouveau, il n'a pas encore confiance, je vais diviser les paiements en deux. Je vais dire $250 avant de commencer à travailler et les $250 une fois qu'on a atteint 50% du travail. Ça me sécurise en fait. Comme c'est le client qui donne son argent en premier, je suis sûr que je peux travailler et même si on devait arrêter le projet, je ne perds pas. Parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les clients pensent que si tu ne lui livres pas son code, tu n'as rien perdu.
Mais de vous à moi, quand tu t'es déjà mis à bosser, tu as conçu une maquette Figma, tu as développé ton code, tu as pris une semaine, deux, trois semaines à développer un site web. Et puis à la fin, on te dit, ben en fait, je vais plus payer, j'ai pas d'argent, garde les sites. Pour les clients, tu n'as rien perdu parce qu'il n'a pas récupéré son site. Mais ce n'est pas comme si c'est de la marchandise. Je ne peux pas prendre ces sites et les donner à une autre personne. J'ai perdu du temps, j'ai perdu 3 semaines à travailler sur un truc et on ne m'a pas payé. D'où le fait de toujours demander une avance. Même si tu es débutant. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de dire, ouais, si je demande une avance, je vais perdre les clients. Si tu ne demandes pas une avance, tu risques de tout perdre. Je connais des gens ici à Lubumbashi qui ont perdu beaucoup d'argent sur des projets. Ils ont fait 6 mois à bosser sur un projet à $6 000. Ils sont arrivés à la fin du projet, le client a fait faillite. Bref, le client a fait faillite, il ne te payera pas. Mais toi, tu as bossé 6 mois. 6 mois sans être payé, parce qu'à la fin, tu devais avoir $6 000. Donc, la stratégie est simple, tu divises toujours ton paiement en plusieurs parties. Si jamais tu sens qu'il y a un problème de confiance, tu divises les paiements en trois. Pour un paiement de $1 000, je peux le diviser en trois. J'ai dit, avant de commencer le travail, tu me donnes $400. Quand je serai arrivé à la moitié du travail, tu me donneras $300. Et quand je vais te livrer le projet, tu me donneras $300. Donc, ça apaise un peu le client parce qu'il sait qu'il ne te paye que la moitié. Et il va voir comment tu évolues. Et ensuite, il te payera. Les dangers aussi avec ça, c'est que, bon, pas les dangers, mais les trucs, c'est qu'avec ça, il faut que tu sois vraiment quelqu'un de sérieux. Donc, si tu as dit que je vais livrer 50% du travail dans 2 semaines, il faut que dans les 2 semaines, tu livres à ton client 50% du travail. Dans le cas contraire, il va arrêter le contrat. Donc, tu devrais être quelqu'un de sérieux. Et un deuxième point aussi, c'est que tu dois avoir une réputation. Encore une fois, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente où je parlais de mes méthodes d'acquisition, je vais te la mettre ici. Il faudra que tu ailles regarder cette vidéo. C'est là où je parle de comment il faut faire pour avoir une image de confiance. Parce que si tu n'as pas une image de confiance, je ne vois pas pourquoi je te donnerai mon argent en avance. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, au courant de la semaine, un designer qui a fait une maquette Figma. Son client n'a pas aimé la maquette. Et donc, le designer a dit, moi j'ai déjà fait mon travail, il faut me payer. Le client a dit, bah non, je n'aime pas ce que tu as fait, je ne peux pas te payer. On se retrouve là avec un designer qui a travaillé, mais qui ne peut pas être payé parce que les clients n'aiment pas ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a comme choix? Soit de recommencer pour livrer au client une autre version qu'il n'aimera pas, soit de laisser. Dans tous les cas, il perd. Mais s'il s'était mis d'accord sur une avance, au moins il aurait récupéré la moitié de l'argent et il pourrait se dire, bon, est-ce qu'on continue ou on laisse? C'est tout l'importance de, en fait, demander une avance. Maintenant, tout ça, ça marche que si tu as une image déjà de quelqu'un de confiance. Tu peux pas juste venir de nulle part, rencontrer un client, sauf si le client c'est ton oncle ou quelqu'un comme ça. Mais si tu peux pas rencontrer un client qui ne te connaît pas, qui va te donner de l'argent juste comme ça. Non, tu dois déjà être quelqu'un de confiance. Par exemple, moi, j'ai une communauté LinkedIn, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai un site web, les clients n'ont qu'à écrire mon nom sur Google. Il va voir que j'ai fait déjà ce que je dis, il peut voir mes réalisations. Tu dois être quelqu'un qui a déjà plusieurs sites web, même si ce ne sont pas des sites web des clients, mais ça doit être des sites web que les clients peuvent voir. Tu peux lui envoyer des liens, il va aller regarder, quelqu'un est capable de faire ça. Si tu es un développeur mobile, au minimum, tu as un compte Play Store et tu as quelques applications sur le Play Store. Moi, sur mon Play Store, j'ai des applications qui me génèrent $0, qui sont là juste pour montrer à mes clients que je sais faire des applications mobiles. Donc, quand il veut voir si c'est que je sais faire, je lui envoie les liens de mon Play Store, il regarde mes applications, il peut installer et tester. Ben, à partir de là, il se dit, ben ouais, si le gars est capable de faire ça, et donc il peut aussi faire pour moi. Je peux quand même lui faire à moitié confiance. Je lui donne la moitié de son argent ou les 30% ou les 40% ou les 50, les 60. Ça dépend de combien tu demandes en première partie. Question de voir où est-ce qu'il va aller avec mon travail. Si tu n'as pas un minimum cette image de confiance, tu n'as pas déjà un branding fort, tu n'as pas plusieurs réalisations à montrer à ton client, ça ne marchera jamais. Il te demandera d'abord de travailler avant de te payer au risque de qu'il ne te paye jamais. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va conclure par là. Comme je cesse de répéter dans toutes mes vidéos, la partie la plus importante, c'est de commencer aujourd'hui à construire ta réputation en ligne.
Tu ne peux pas juste être là, développeur dans ta chambre, tu codes tes histoires et tu espères que tu vas sortir un jour et les gens vont te faire confiance. Non. Tu dois commencer aujourd'hui, créer un compte LinkedIn, Instagram, TikTok. Tu choisis la plateforme qui te plaît, mais tu dois partager ce que tu fais. On doit être capable de savoir que cette personne fait ça. Au-delà de parler, de créer ce compte, il faut faire des réalisations, même gratuitement, juste pour toi. Tu peux recoder Facebook, tu peux recoder LinkedIn, tu peux prendre une application de e-commerce, tu codes. Il faut que tu commences à faire déjà des projets aujourd'hui. Ce qui va permettre que plus tard, quand tu auras un client, tu pourras lui montrer tes projets. Donc, on se dit à la prochaine.